Bonjour à tous et bienvenue. La NBA a fait son grand retour dans la nuit de mardi à mercredi et du coup, nous aussi. Nous voilà repartis pour une deuxième saison de l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket chaque vendredi. Je suis Guillaume Degoulet et j'ai réuni autour de moi un Big Three. À la hauteur de l'émission de la rentrée du jour, au poste de meneur, Arnaud Lecomte et toute son expérience antédiluvienne. Au pivot, l'immense Amaury Perdriau. Il est question ici uniquement de centimètres évidemment. Et notre extérieur fuyant qui après Charlotte et Portland va se rendre à Salt Lake City, Maxime Mallet. Bonjour à vous trois. Hello. Bonjour. Salut. Qui dit émission de rentrée, dit émission particulière, donc avec un spécial NBA. Alors messieurs, pendant que vous vous prélassiez sur les bords du lac de Caume, vous preniez le soleil à Toulon cet été, eh bien, ça a été extrêmement agité aux États-Unis avec des transferts en pagaille. LeBron James et Rajon Rondo aux Lakers, Carmelo Anthony à Houston, DeMarcus Cousins à Golden State, etc., etc. Bref, du lourd, du méga lourd, dans tous les sens du terme, et qui appelle à plusieurs questions, enfin surtout à deux questions. 1. Pourquoi la conférence Ouest est-elle aussi forte ? Et 2. Peut-on échapper à une finale Boston-Golden State ? On s'intéressera aussi aux Français, à leurs espoirs en ce début de saison. Ils sont 10 finalement sur la ligne de départ, après les aventures vécues par Joachim Noah, c'était attendu, et par Alexis Ajassa, ça l'était un petit peu moins. Quasiment tous installés à l'Est et dans des franchises qui ne visent pas a priori le titre, ou dont leur temps de jeu s'annonce limité. Alors voilà messieurs, une autre question pour vous, à laquelle je vais vous soumettre. Et si le grand Rudy Gobert était tout simplement l'arbre qui cachait la forêt ? Voilà, vous connaissez le menu et les chefs en cuisine, alors on prend une grande inspiration. 3, 2, 1, début du game. On le disait tout à l'heure, l'été a été extrêmement agité, alors il ne s'agit pas ici de revenir sur l'intégralité des transferts qui ont agité le mercato NBA. Simplement, il y a eu beaucoup de bouleversements, peut-être plus que jamais cet été. Les Golden State Warriors, qui sont les doubles champions en titre, ont récupéré un All-Star de plus de Marcus Cousins. Les Rockets ont récupéré un vieux All-Star de plus, Carmelo Anthony. Pourtant, on a l'impression que l'avantage plaide largement en faveur du champion sortant. Enfin bref, pour poser la question autrement, qui peut empêcher Golden State de gagner un nouveau titre, un troisième titre en 3 ans ou un cinquième en 6 ans ? Pour faire une réponse assez courte, et généralement c'est la réponse que tout le monde fournit, il n'y a que Golden State pour venir battre Golden State. Après, quand on évoque les deux gros transferts de l'été, et notamment Cousins et donc Anthony à Houston, moi j'ai plutôt envie de dire que c'est quand même 2 grosses prises de risque. Dans le sens où DeMarcus Cousins, certes c'est un All-Star, mais on ne sait pas dans quel état de santé il arrive, on ne sait pas combien de temps il va mettre avant de retrouver ses vraies sensations, et si Golden State va réellement arriver à l'intégrer dans son système de jeu. Quant à Carmelo Anthony, c'est finalement aussi une grosse inconnue. On ramène un joueur qui supporte pas d'être sur le banc, il va débuter sur le banc. Et quand on voit le premier match que Houston a joué face à New Orleans, c'était une catastrophe en termes de lien, de jeu, de tout ça. Donc il y a des équipes qui vont peut-être se sentir pousser des ailes pendant la saison et qui vont penser arriver à les renverser. Après, la vérité des playoffs sera sûrement différente. Mais Moi j'ai envie de dire que la menace vraiment pour Golden State, pour revenir à la question, elle est plus à l'Est qu'à l'Ouest, pour être un peu hérétique là. On a vu que Golden State était archi-dominant à l'Ouest depuis plusieurs saisons maintenant, et qu'il n'y a aucune raison que ça change. Enfin, ils ont été poussés au match 7 par Houston l'an dernier en finale de conf. Oui, très bien. Ils sont champions NBA et je ne suis pas sûr que Houston se soit renforcé cet été, contrairement à ce que beaucoup disent. Et je ne suis pas sûr que Golden State se soit affaibli. Donc, à mon avis, à l'Ouest, il n'y a pas de raison que ça change, jusqu'à ce que les Lakers et les LeBron James constituent un vrai casting autour de lui. Par contre, à l'Est, on a une vraie nouveauté. C'est qu'on a une équipe de Boston qui n'a jamais été aussi forte. Enfin, on a surtout une équipe de l'Est qui n'a jamais été aussi forte sur le papier, mais avec quand même déjà pas mal de certitudes, depuis très longtemps. Parce que je pense que ce Boston-là, tel qu'il s'annonce cette année,
en espérant évidemment pour eux qu'il n'y ait pas trop de pépins, mais il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Cette équipe-là, elle est sur le papier incroyablement forte, beaucoup plus forte que les équipes de Cleveland qui ont été rejetées en pâture aux Warriors ces dernières années. Oui, sur le papier, c'est... Oui, Amaury, je te vois faire la moue, mais avoir un Kyrie Irving, avoir un Gordon Hayward et tous ces jeunes qui se sont révélés ces derniers mois être des vrais joueurs de play-off déjà, je pense que je suis pas sûr que Cleveland avait, on pourrait en discuter bien sûr, mais avait aligné des équipes aussi fortes sur le papier, sur la profondeur de banc, etc. et sur la qualité de jeu surtout, ces dernières années pour donner le change aux Warriors. Donc je pense, moi, que la vraie menace cette année, elle est d'abord à l'Est. Sur le premier match, les Celtics, on le rappelle, ont éparpillé façon puzzle les Philadelphia Sixers 105 à 87 avec seulement 7 points de Kyrie Irving. C'est dire... Ça en dit long sur le potentiel formidable de cette équipe, quoi. Donc, qui a démontré déjà des choses, qui, je vous le rappelle, va en finale de conf l'an dernier, alors que tout le monde leur prédisait parce qu'il leur manque une sortie. Je me souviens même de débats qu'il y a eu ici, où on disait il va y avoir une sortie rapide dès le premier tour pour les Celtics, parce que ils venaient de perdre Kyrie Irving, ils n'avaient pas Marcus Smart, rappelez-vous, et évidemment Gordon Hayward, qui n'avait pas joué de la saison. Or, ils ont surpris tout le monde avec ces jeunes qui sont sortis un peu de l'ombre avec Tatum, Brown et Rosier, qui ont surpris un peu tout le monde, avec un Horford qui était le vrai patron de cette équipe. Et aujourd'hui, ils sont avec Kyrie Irving, qui certes a débuté petitement, on peut imaginer qu'il va monter en puissance, et puis Gordon Hayward, dont on imagine aussi qu'il va quand même faire des choses avec tout ça, avec un vrai style de jeu qui est déjà éprouvé, etc. Donc moi, honnêtement, je pense qu'en effet, Boston a pourquoi pas de bonne chance d'être le meilleur challenger cette année des Warriors. Maxime, tu es d'accord avec ça? Personne à l'Est ne peut concurrencer les Celtics, selon toi? Non, en l'état actuel des choses, non. Même Joel Embiid, quand on lui a demandé alors cette rivalité entre les Celtics et les Sixers, qu'on attend au sommet de la conférence Est, il a dit la rivalité n'existe pas, on se fait botter les fesses à chaque fois. Donc Boston, pour l'instant, est un clair leader à l'Est. En attendant de voir ce que Toronto et Kawhi Leonard donnent. Milwaukee peut-être, mais Milwaukee, franchement, pour les avoir vus lors du match d'ouverture contre Charlotte, c'est un peu le même problème que l'an dernier. Ils ont un joueur qui est hallucinant, qui est Giannis Antetokounmpo, mais le problème, c'est que quand lui il faiblit en deuxième mi-temps, il n'y a pas vraiment de solution. Il y a des joueurs comme Bledsoe, comme Middleton, qui vont faire une action par-ci par-là, mais ils avaient 20 points d'avance contre Charlotte et ils ont failli perdre. Donc ils ont du mal à trouver des joueurs pour leur apporter régulièrement et beaucoup en deuxième mi-temps. C'est quelque chose qu'on a vu l'an dernier et qu'on devrait revoir cette saison. Donc oui, je pense que Boston est un large favori à l'Est et c'est l'équipe qui peut inquiéter Golden State. Sur les 3 dernières saisons, d'ailleurs, ils ont partagé les matchs avec Golden State. Alors, c'est saison régulière, c'est pas play-off, mais ils ont partagé les matchs à chaque fois, une victoire de chaque côté. Ils ont réussi à gagner 2 fois à l'Oracle Arena. Donc, il y a des choses intéressantes à creuser pour Boston, même face à Golden State. Donc, on arrête là et on se retrouve en juin pour la finale directement. Si vous avez bien suivi, messieurs. Pour en revenir à Milwaukee, je te rejoins en partie, Maxime. Maintenant, c'est la même chose. Eux, ils vont avoir une problématique de début de saison, c'est d'intégrer les 2 grosses recrues de l'été que sont Ersan Ilyasova et Brook Lopez. Et je pense que ce sont 2 joueurs justement qui vont sûrement réussir à soulager le reste de cet effectif pour faire en sorte que les actions décisives par-ci par-là de Middleton par exemple elles se feront plus souvent parce qu'il sera moins sollicité des 2 côtés du terrain. Antetokounmpo, ça va être il va progresser encore et encore, donc de toute façon il a déjà cette équipe en main et il va exploser encore cette saison. Enfin, pour pas révéler de secret, mais nous dans la rédaction on a quand même plusieurs personnes qui le voit éventuellement en MVP de la saison régulière. Donc c'est dire à quel point on pense qu'il va avoir une influence sur cette saison déjà. Donc pourquoi pas les imaginer en rivaux numéro 1 de Boston. Est-ce que Boston a l'avantage aujourd'hui dans les esprits? Oui, mais attention à Milwaukee. Oui.
voilà, la saison, elle est longue, on le sait, et on n'est pas à l'abri. Rappelez-vous Boston l'an dernier, premier soir, voilà, qui perd Gordon Hayward, et puis des exemples comme ça, on pourrait en citer des tonnes. Tous les ans, il y a des coups durs, il y a des imprévus. Bon, l'environnement à Boston est quand même assez sain, ce qui est quand même toujours une bonne chose en NBA. On sait que un environnement malsain peut rapidement faire tourner au vinaigre c'est pas les Knicks, quoi. C'est ce que tu es en train de nous dire. Merci bien. Voilà, donc à l'Est, effectivement, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment possibilité pour un challenger de surprendre. Maintenant, on verra. Hein, tout ça, encore une fois, est difficile à prévoir. Mais là, sur le papier, Toronto, bon, voilà, il va falloir se remettre en route avec après le choc qu'a constitué le départ de Rosanne cet été. Kawhi doit arriver, Leonard doit arriver dans un environnement nouveau. Lui aussi reste sur quand même quelques mois quasiment sans jouer. Bon, il débarque dans un nouvel environnement. On connaît le personnage ou on le connaît pas d'ailleurs, mais enfin, le personnage est particulièrement opaque, on va dire, et lui doit s'adapter là à un nouvel environnement. Enfin, il y a beaucoup de mais, alors qu'à Boston, il y en a pas beaucoup des interrogations, des doutes, des mais, quoi. Voilà, on est à peu près sûr de ce qu'on a à Boston, de ce qu'on va avoir. Pour le reste, Philly, bien sûr, est a priori le rival numéro 1, parce que dans la logique de la saison dernière et de la progression de cette franchise de cette équipe, on doit avoir une grande franchise des Sixers cette année pour ennuyer un petit peu les Celtics. Et moi, j'y crois fort parce que j'aime beaucoup ce qu'ils sont en train de mettre en place à Philadelphie. Mais ça me paraît encore un peu juste à l'Est pour rivaliser avec ce Boston-là. Est-ce que Boston aussi n'apparaît pas aussi fort parce que la conférence Est, elle, est plus faible que jamais? Ou pour le dire autrement, est-ce que la conférence Ouest n'est pas d'une densité jamais vue? Je sais pas, quand on regarde le nombre de All-Stars, les transferts, alors évidemment c'est marqué principalement par l'arrivée de James aux Lakers, mais on a l'impression que le championnat NBA, en fait, il se joue dans la conférence Ouest. Alors j'entends ce qu'on se disait hier, Arnaud, hein, que c'est pas à l'Ouest des États-Unis, mais c'est quand même dans la conférence Ouest. Moi j'ai l'impression qu'il y a un vrai déséquilibre aujourd'hui. Max, tu partages cet avis ou c'est un regard trop lointain? Non, c'est une question qui se pose, mais qui se pose depuis plusieurs saisons. Alors, le transfert de James est l'élément qui donne l'impression que cette année, c'est vraiment beaucoup plus le cas. Mais voilà, sur les 10 derniers champions, il y en a 7 qui viennent de la conférence Ouest, 2 fois Miami et Cleveland pour la conférence Est. Donc, c'est pas nouveau et ça alimente les questions sur est-ce qu'il faut prendre les 16 meilleures équipes pour les mettre en play-off. Mais ce qui sous-tend un autre problème, c'est-à-dire que si on fait ça, il faut complètement faire une refonte du calendrier pour que les équipes de l'Est et de l'Ouest, au lieu de s'affronter moins qu'entre elles, dans la conférence, il faut que chaque calendrier soit équilibré entre l'Est et l'Ouest. Et là, ça veut dire des voyages qui explosent et ça peut être problématique pour la santé du joueur. Ce qui est un point sur lequel la Ligue insiste et essaye d'arranger les calendriers au mieux pour la récupération. Donc, cette question se pose vraiment avec de plus en plus d'acuité, on va dire, mais les problèmes, les solutions qui peuvent être mises en place posent d'autres problèmes. Ce qui veut aussi dire d'ailleurs que s'il y avait une refonte du calendrier, ce serait probablement moins de matchs pour la NBA et donc un manque à gagner chiffré qui est trop lourd. Il y a des problèmes de logistique qui sont liés au gigantisme du pays qui effectivement font qu'il sera compliqué de trouver un calendrier satisfaisant pour à la fois le business et puis pour effectivement la santé des joueurs. Donc bon, oui, ce serait excitant de voir ça. Je pense que tout le monde a envie de voir ça un petit peu parce que ça changerait et puis finalement effectivement ça rééquilibrerait probablement les forces d'une certaine manière. Bon voilà, après on sait que c'est aussi parfois cyclique tout ça. Alors aujourd'hui c'est effectivement l'Ouest depuis quelques années qui a pris le dessus pour des raisons. Il y a une raison à ça, Arnaud, justement. On se demande. Il y a des raisons. Pendant des années, la conférence Est a dominé. Ça correspondait en gros aux années Bulls, Pistons, etc. Celtics, oui, avec les Lakers qui étaient les seuls à pouvoir rivaliser à l'Ouest à l'époque, mais c'est parce qu'il n'y avait pas encore eu beaucoup d'expansion non plus. Il y a eu ensuite de l'expansion. Il y a eu l'internationalisation qui a permis un petit peu de répartir un peu mieux les forces et notamment de rééquilibrer en faveur de l'Ouest au début des années 2000, grosso modo. Depuis, effectivement, la balance penche beaucoup à l'Ouest, c'est évident.
pour des raisons difficiles à vraiment, comment dire, à regrouper. Économique, non? Moi, je pense qu'il y a un peu il y a d'abord la Californie. L'attrait de la Californie, c'est bête et méchant, mais c'est vrai qu'il y a 4 franchises en Californie, dont 2 à Los Angeles, une à San Francisco. Ce sont des gros marchés bientôt économiques. 2 d'ailleurs. Ouais. Mais les Warriors ont été longtemps inexistants. Hein. Ils sont là depuis quelques années seulement, finalement, depuis Stephen Curry, tout simplement. Il y a des éléments conjoncturels avec des passages de All-Star. Oklahoma City qui a donné naissance à 3 gros joueurs de la NBA actuelle, hein, qui sont Kevin Durant, Russell Westbrook et James Harden, qui sont toujours tous les 3 d'ailleurs à l'Ouest. Voilà, donc OKC au départ est une franchise d'expansion, si je puis dire, puisque c'est à l'origine c'est les Vancouver Grizzlies qui étaient arrivés après les années 80. Donc il y a tous ces éléments-là, probablement d'autres que j'ai pas vraiment cherché à développer. Principal, la draft, tout simplement. Drafter après les les bons éléments, joueurs oui. au bon moment. Effectivement, c'est des choix ensuite, et puis des joueurs, des free agents aussi qui partent à l'Ouest plutôt parce qu'il fait meilleur, il fait plus beau, l'environnement est plus sympa probablement qu'à l'Est. Hein. C'est des éléments géographiques qui sont importants pour la carrière des joueurs. Le fait que Los Angeles attire autant systématiquement, pourquoi les Lakers sont très forts depuis toujours. C'est parce que, depuis que la franchise, en tout cas, est installée à Los Angeles, c'est parce que le climat, le business, la hype, etc., il y a beaucoup de choses qui attirent les joueurs. Voilà, donc ça, c'est des éléments importants, même si New York pourrait parfaitement contrebalancer cette idée-là. Hein, mais c'est vrai que, cela dit, c'est pas gravé dans le marbre. Je pense que, je sais pas si Max, toi qui suis l'actualité NBA de bien plus près que moi, est-ce qu'il se dit actuellement dans les médias américains que la roue va tourner un jour? Est-ce que c'est des vraies questions, au-delà des questions de calendrier à réformer? Est-ce que c'est des vraies questions sur l'avenir de la NBA, ça, le fait que ce soit vraiment très déséquilibré? Ça interroge plutôt sur le présent. Après, comme on dit, la roue va tourner probablement un moment. On voit vous parlez d'Antetokounmpo, on voit aussi l'équipe de Philadelphie, on voit Boston. Si Toronto arrive à conserver Kawhi Leonard de la même manière que Oklahoma City a conservé Paul George après avoir fait un échange, on peut avoir 4 grosses franchises qui sont installées dans le temps avec des joueurs plutôt jeunes. Et là, quand ça commencera, les grosses stars qui sont à l'Ouest commenceront à prendre un peu d'âge. Hein, Curry vient d'atteindre les 30 ans, donc voilà, ça va, l'âge, le temps va passer, donc ça peut à ce moment-là rebasculer à l'Est. Juste pour préciser, la franchise d'OKC, c'est Seattle qui a été ah oui, excuse-moi, oui, c'est vrai, c'est pas Vancouver. Déplacé. Exact. Et Vancouver, c'est devenu Memphis. C'est Memphis, bien sûr. Pas beaucoup de Grizzlies à Memphis, a priori. Néanmoins, c'était surtout pour souligner que l'expansion avait aussi pas mal bougé les choses en faveur de l'Ouest au début des années 80. Voilà. Avant de parler des Français, messieurs, j'aimerais vous lire une ligne de stats et vous allez me dire ce que vous en pensez. 26 points, 12 rebonds, 6 passes, mais une défaite. Est-ce que LeBron James a réussi ou pas ses débuts avec les Lakers? Allez, la parole à Max, puisque je crois qu'il était dans l'Oregon aux premières loges. Courtside, je crois que tu étais juste pour assister au match. LeBron, il a réussi ou pas à sa première? Question difficile. Oui et non. Il a réussi. Non, c'est oui ou c'est non, pas les deux. Dans ce cas-là, je dirais non. Il a marqué les esprits avec notamment ces 2 dunks qui ont été ses premiers points avec les Lakers. Là, les posters peuvent être prêts à imprimer et envahir les chambres des supporters angelenos. Non, parce que après, il a marqué que sur les 26, il a marqué que 8 points en deuxième mi-temps. Il a eu des pertes de balles après qui s'expliquent parce que manque d'automatisme, etc. Mais voilà, dans l'équipe des Lakers est revenue dans le match, aurait pu gagner, a eu l'opportunité, n'a pas réussi. Voilà, donc c'est là où je dirais c'est entre guillemets pas réussi, mais c'est un non pas affirmatif à 100%. Voilà, un petit non. Je crois qu'Amaury, il a un grand oui à t'opposer. Bon, après, c'est pas pour s'opposer, mais c'est que je me suis penché aussi un peu sur ce match que j'ai regardé déjà 2 fois là, aujourd'hui, en plus de cette nuit. En fait, je pense que ce match est réussi non pas d'un point de vue individuel, mais on attendait surtout de voir le caractère des Lakers sur ce match.
Et je pense qu'on a pu mesurer toute l'influence de LeBron James sur une équipe en 48 minutes, dans un contexte où il joue à l'extérieur, avec des joueurs qui sont très jeunes. Il y a des attitudes qui ont changé déjà d'une saison à l'autre. On a un LeBron James qui harangue ses coéquipiers, qui leur demande d'être solidaires les uns des autres. Et il y a énormément de promesses. Il y a beaucoup de manques, évidemment. On parle déjà du fait qu'il n'y a pas de shooter à 3 points dans cette équipe. On parle du fait que c'est une équipe qui joue très vite, mais qui aussi encaisse beaucoup de points parce qu'elle est désorganisée en défense. Mais LeBron James aux Lakers, on voit déjà qu'il y a un effet, que c'est un effet rassembleur, les influences, on les lit un peu partout. Donc, à titre individuel, il fait son match, les stats, on les a lus. Il n'est peut-être pas là sur la deuxième mi-temps, mais finalement, l'échec de la deuxième mi-temps est plutôt collectif. Mais au-delà de ça, on a vu ce que les Lakers version James pouvaient donner de mieux par séquence. Et maintenant, le boulot, c'est d'y arriver par grosse séquence et sur un match entier. Moi, la question que je me posais, c'est de voir au poste de meneur un Lonzo Ball qui maintenant est manifestement backup de Rondo. Je ne sais pas du tout si ça a été annoncé comme ça sur la saison entière. Est-ce que c'est pas une source de soucis, ça, Max, à moyen terme ou à court terme pour les Lakers? Je pense pas. Pourquoi tu penses que Lavar peut venir mettre un grain de sel aussi par exemple, on connaît un peu et créer la polémique. On connaît la famille et ils doivent être capables de jouer ensemble. Ils ont été sur le terrain. Oui, j'imagine, mais néanmoins, on connaît l'importance pour un jeune joueur comme Lonzo Ball, qui a été starter l'an dernier, qui avait quand même un peu les clés de la maison l'an dernier. On connaît les capacités de ce genre de personnage, surtout quand il y a de la famille un peu baroque, on va dire, autour. Il revient de quelques pépins physiques de début de saison. Ouais, mais justement, est-ce que c'est inscrit dans le marbre qu'il sera backup toute la saison ou pas, quoi? Je suis pas sûr. Non, je crois pas, moi. Non, là, si tu cherches à faire dire quelque chose à Luke Walton au-delà du match suivant, il va s'engager sur à peu près rien, à part que LeBron James sera titulaire, ça c'est sûr, mais sur le reste, il s'engage pas, il va vraiment voir au fur et à mesure. Et c'est vrai, comme disait Amaury, la blessure de Lonzo Ball est un peu la parfaite excuse pour mettre Rondo en début de saison. Après, les deux en même temps sur le terrain, ça me paraît compliqué parce que c'est pas les deux meilleurs shooters à 3 points. Et on l'a vu hier soir, ils ont fait un 0 sur 15 pour débuter dans ce domaine. Ils vont avoir besoin de toute l'aide possible sur les tirs extérieurs. Et si tu mets les deux en même temps, tu te prives d'une arme en ce sens-là. C'est pas non plus les deux meilleurs défenseurs de la Terre en même temps. Alors on va passer justement au meilleur défenseur de la Terre. Rudy Gobert, non? Je vois dubitatif, messieurs. Mais si, en titre, en titre, absolument. Alors il est en course, en tout cas il espère être en course pour un deuxième titre de meilleur défenseur. Il espère aussi être en course dans les playoffs. Rudy Gobert à Utah, c'est le patron. Un premier match extrêmement réussi, en tout cas satisfaisant au point de vue des stats. 19 points, 15 rebonds, 3 comptes, c'est pas mal quand même pour un premier match et une victoire. Mais j'ai envie de dire, à part Rudy Gobert, sur lequel on fonde tout ou trop d'espoir peut-être pour les Français, le reste, franchement, ça incite pas vraiment à l'optimisme, non? Okobo est dans une franchise qui jouera pas les playoffs, sauf miracle. Et puis tous les autres Français sont à l'Est avec un horizon assez bouché finalement, non? Je sais pas si ou c'est moi qui vois tout en noir. Ouais, un petit peu quand même. L'horizon est pas si bouché que ça. Après, l'horizon à court terme, il est pas forcément effectivement réjouissant en termes de compétitivité des équipes de la plupart ou de la très large majorité de nos joueurs. Hormis Gobert, qui peut effectivement espérer aller très loin avec Utah comme l'année dernière finalement. Bon, mais de là à aller en finale, ça risque quand même d'être compliqué à l'Ouest. Mais au moins de jouer le top 4 de l'Ouest. Timothée Luwawu Cabarro, peut-être à Oklahoma City, il a dit qu'il allait fumer un peu tout le monde. J'ai cru comprendre qu'il n'avait pas joué une seconde sur le premier match. Alors on verra un peu comment ça évolue, mais oui, effectivement, les joueurs qui sont à l'Est, c'est-à-dire la large majorité du contingent français, peut pas espérer énormément en termes de play-off cette année. Néanmoins, on a Parker Batum peuvent jouer probablement, oui, ils peuvent jouer un fond de play-off, mais
mais bon, voilà, ça peut pas aller. Voilà, tout ce qu'on a vécu, n'oubliez pas. Voilà, c'est ça que je voulais surtout vous dire, c'est n'oublions surtout pas qu'on a été incroyablement gâtés depuis une quinzaine d'années maintenant, avec des champions NBA régulièrement, bon, surtout Parker, mais Boris Dio, mais même Rodrigue Beaubois qui est revenu en Europe, Yann Mahinmi ont été champions, Ronny Turiaf ont été champions NBA. On a eu des époques, des années où on avait 6-7 joueurs en play-off. Bon, ben voilà, il y a un petit retour de manivelle en ce moment. Bon, ça va pas, on espère que ça va pas durer et que certaines équipes dans lesquelles évoluent nos Français vont progresser. Voilà, les meilleurs exemples, c'est Gobert et Utah quand même, ce qui va être finalement quasiment notre porte-drapeau aujourd'hui. Un grand porte-drapeau, très loin là-bas à Salt Lake City. À l'Est, effectivement, par contre, faut pas espérer grand-chose, à part Yabusele à Boston, évidemment, mais c'est pareil. Ça peut être la bonne surprise. Et Yann Mahinmi à Washington. Et Yann Mahinmi à Washington, mais enfin, à voir. Hein, est-ce que les Wizards ont vraiment les moyens de faire mieux qu'un top 4 j'en doute quand même. Et puis, Yabusele, mais Yabusele, c'est un peu comme le Wahou Cabarro. Pour l'instant, c'est très peu de temps de jeu et une place au bout du banc des Celtics, quoi. Mais il faut s'y habituer, voilà. Juste la parenthèse, tu mentionnais Eli Okobo, Guillaume, il faut en faire un cas à part, c'est sa première saison NBA finalement, peu importe la franchise dans laquelle il a joué dès son premier match. Voilà, il a marqué son premier panier en NBA. Maintenant, il est au moins dans une franchise qui, à défaut d'avoir d'énormes ambitions pour la saison, cherchera à faire progresser ses jeunes. Donc il a tout à gagner dans ce contexte-là. Complètement. Et qui peut être la bonne surprise de cette saison, justement? Côté français, cette fois, j'entends... On peut attendre beaucoup de choses au Kobo, on peut attendre beaucoup de choses de Franck Ntilikina, dont on a beaucoup parlé la saison dernière, et qui a commencé la saison au poste, un poste que j'avais jamais vu pour lui, un poste d'ailier, faux ailier, mais enfin d'ailier quand même. En tout cas, il n'était pas à la main. Je pense que Maxime ira dans mon sens, parce qu'il connaît bien l'environnement new-yorkais, mais en fait, c'est un faux débat, ce positionnement de Ntilikina, parce qu'en fait, soit il est meneur, soit il est extérieur, donc on parle même plus d'arrière ou d'ailier. Il est dans un rôle en fait où s'il donne la balle après la montée de balle, il va se cacher dans un coin et il attend que le jeu se fasse pour faire la différence. Après, au-delà de ça, sur son premier match, il est le joueur crédité du plus gros temps de jeu de son équipe. David Fisdale s'est dit enchanté de sa prestation, alors que sa ligne de statistiques est quelconque. Voilà, on peut le dire quelconque, mais au final, quand on regarde son match, défensivement, il est impliqué, il fait la différence, il met son corps en opposition face à n'importe quel joueur et il se sacrifie. Et au final, aujourd'hui, dans les franchises, il y a toujours un joueur comme ça quelque part. C'est un Robert Covington, un Draymond Green. C'est des personnalités différentes, mais des joueurs qui vont aller influencer le jeu d'une différente manière que par le scoring. C'est des stoppers, quoi. Hein, c'est des stoppers défensifs dont le rôle prioritaire est d'arrêter le meilleur scoreur adverse, hein, tout simplement. Ntilikina a cette faculté-là et cette intelligence aussi, parce que c'est important quand on est un jeune joueur d'accepter ce rôle-là et de ne pas se prendre pour un autre. Il y en a beaucoup qui se prennent pour d'autres. Surtout en NBA. Beaucoup en NBA et beaucoup de jeunes joueurs français. Lui, Franck Ntilikina, qui a cette maturité, il n'est pas le seul d'ailleurs, il y en a aussi beaucoup qui sont mûrs, à cette maturité de rester à sa place et de savoir de connaître ses qualités et de jouer sur ses qualités. En attendant, tout développement en attaque, pour l'instant, il ne faut pas l'attendre comme un scoreur, on l'a compris. Donc son coach, lui, l'a manifestement responsabilisé, je parle sous le contrôle de Max, mais il l'a responsabilisé pour être effectivement le stopper, celui qui doit, comme son nom l'indique, arrêter ou contester en tout cas le plus possible les meilleurs scoreurs extérieurs adverses. Et je pense que dans ce rôle-là, il doit faire la maille. Après, oui, on espère tous qu'il va un peu développer un jeu d'attaque, mais n'oublions pas qu'il a juste 20 ans et que il a encore beaucoup de temps avant de développer un peu autre chose que son jeu de défense. Ça a été une surprise pour toi, Max, de le voir évoluer à ce poste-là, dans ce rôle-là, précisément fixé par Fisdale? Quand j'ai entendu la nouvelle, oui. Et puis après, j'ai relu l'interview que j'avais fait avec Franck en cours de pré-saison, et dans lequel on avait parlé effectivement qu'il était éloigné de ce poste de meneur, qui est le poste qui revendique comme étant celui où il joue à la base. Et il m'a dit, en fait, avec David Fisdale, il y a 4 arrières et un intérieur. Et c'est comme ça. Et vu que la priorité, c'est de donner autant de rythme que possible à la partie, en gros, le meneur, c'est souvent celui qui prend le rebond, qui a le premier le ballon, qui est chargé de remonter aussi vite que possible.
Donc il m'a dit il n'y a pas vraiment de poste, c'est plus flou, c'est beaucoup plus flou que ça. Même s'il est sur la feuille de match en ailier, c'est pas forcément. Et finalement corrigé meneur de jeu après coup. Voilà, il est. Pardon ? Et finalement, il a été corrigé en meneur de jeu sur la ligne de stats. Oui, par ESPN, mais pas par la NBA. Voilà, ce qui entretient le flou. ESPN met les positions des joueurs, leurs positions naturelles et c'est les fiches de l'année, quoi. C'est pas. C'est ça. Sauf que finalement c'est pas par rapport à ce qui est dans la feuille de match du jour. Voilà, exactement. Et puis c'est surtout pour faire après les sélections pour le All-Star Game, etc. Enfin bref, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il ne faut surtout pas trop se fier à ces indications-là, je pense, sur le plan purement formel, mais en effet, c'est pas un ailier, ça le sera certainement jamais pour des questions de physique, tout simplement, parce que les ailiers aujourd'hui sont des gens extrêmement physiques. Mais effectivement, c'est un extérieur moderne, et dans le jeu moderne, en tout cas, les positions à l'extérieur notamment, mais c'est même valable à l'intérieur d'ailleurs, aujourd'hui sont plus figées comme on pourrait le croire, quoi, et que oui, qui joue. Est-ce que au Knicks, il va y avoir cette année un système vraiment très carré avec un meneur de jeu qui est là pour organiser? Non, je crois pas. Je crois qu'on est, comme le laissait entendre Max tout à l'heure, effectivement dans un cas de figure où le meneur monte la balle le plus vite possible pour soit profiter de la situation et enclencher du jeu rapide, soit en effet ensuite la créativité de chacun est encouragée. Et je pense que Ntilikina, de ce point de vue-là, même s'il a marqué small forward sous son nom, sera de toute façon beaucoup plus créatif qu'un small forward classique, quoi. Un peu à la Boris Dio à l'ancienne. Si je peux revenir sur l'aspect global, je pense qu'il y a des Gobert qui cache la forêt des Français. Je pense qu'il y a deux aspects. Des Français qui allaient régulièrement en finale NBA, il y en avait un, c'était Tony Parker avec San Antonio. Donc, est-ce qu'il était à ce moment-là, entre guillemets, un petit peu aussi un arbre qui cachait la forêt? Et puis, il y a une question de cycle, je pense. On a eu un Français à la draft les dernières années, globalement, qui arrivait ensuite dans la ligue. Et donc, on a un contingent qui s'est un petit peu réduit sur les dernières années. Et par contre, on peut avoir une grosse draft en juin prochain avec plusieurs Français qui ont une vraie chance de partir assez haut. Donc, ça peut aussi relancer un petit peu la machine et mettre un peu plus de franchise dans les franchises qui ont des chances d'aller loin. Il y a un Français dont vous ne m'avez pas parlé du tout, dont vous n'avez pas prononcé le nom depuis le début de l'émission. C'est le meilleur marqueur français de la NBA. Evan Fournier. Il joue à Orlando, qui a réussi son premier match lors du derby floridien. Pas Evan Fournier, je parle d'Orlando, là, pour le coup, qui a gagné. On en parle un peu d'Evan Fournier ou pas? Bien sûr qu'on en parle. Ce problème, c'est que l'arbre qui cache la forêt pour Evan Fournier, c'est sa franchise, quoi. C'est... Le pauvre, effectivement, il évolue dans une franchise qui semble pas vouloir décoller. Ça interroge sur effectivement les choix du staff et de l'environnement direct qui s'occupe des recrutements, des drafts, etc. Donc effectivement, Orlando a l'air de patauger là. On ne voit pas vraiment sortir le bout du tunnel. Evan se retrouve un peu coincé là-dedans. Est-ce que l'idéal pour lui serait pas effectivement un trade? Maintenant, il y a eu des rumeurs de trade il y a quelques mois, comme il y en a eu pour beaucoup de joueurs. Ça s'est pas concrétisé. Est-ce que ça peut se concrétiser cette année? Je suis pas sûr, parce que Fournier, c'est quand même le joueur sur lequel il s'appuyait avec Vucevic notamment pour essayer de décoller et sortir un peu de cette franchise du néant dans laquelle elle est depuis quelques années. S'ils veulent tanker, il faut se séparer de Fournier, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'ils en ont même les moyens la marge de négociation, c'est improbable. Ouais, ça paraît compliqué. Max, qu'est-ce que tu en dis toi de ton côté? Qu'est-ce que tu entends sur ce sujet-là? C'est vrai que quand je suis allé le voir, il jouait en pré-saison à Philadelphie. Est-ce que j'ai demandé s'il se préparait un petit peu à galérer, à souffrir, ou le Magic parfois démarre un peu pas mal la saison et puis un moment où ça dérape complètement, l'équipe se noie. Elle a demandé si un peu il craignait ce moment-là. Alors il a dit qu'il pensait pas du tout à ça et que l'objectif pour leur équipe, alors c'est le cliché, c'est match par match, mais il disait que l'an dernier il y avait une partie de l'effectif, quand ils avaient enchaîné quelques victoires au début, qui s'était peut-être
un peu pris pour des autres, et du coup c'était parti complètement en quenouille ensuite, et ils avaient terminé à la cave. Donc ils changent l'effectif, ils donnent l'impression d'avoir un meilleur effectif, notamment avec leur rookie Mo Bamba. Après c'est vrai que ils ont des bons joueurs, des joueurs intéressants, mais il manque soit la superstar, soit un banc de folie. Il manque quelque chose, un élément pour vraiment faire que on vient se mêler à la lutte pour les playoffs à l'Est. Ils ont battu Miami en ouverture. On verra si c'est l'annonce de quelque chose d'intéressant avec le nouveau coach Steve Clifford. Mais c'est vrai que Orlando fait partie de ces équipes où on attendra de voir avant de s'imaginer qu'ils puissent terminer dans le top 8 dans la conférence Est. Et pour Evan, il a eu des petits problèmes d'adresse depuis le début de la pré-saison qui se confirment là sur ce premier match. Donc quand il sortira un peu de cette période négative, sans doute que son nom nous viendra beaucoup plus naturellement à l'esprit. Alors, les noms qui viennent plus naturellement à l'esprit derrière Gobert, c'est évidemment Tony Parker, Nicolas Batum, associé à la vie villeurbanaise, associé aussi sur le terrain des Hornets. Ça vous fait envie, messieurs, ce duo, même si le rôle de l'un sera très différent du rôle de l'autre, un facilitateur de jeu et puis un meneur qui rentre au relais pour soulager, apporter son expérience, ça vous excite, tout simplement? Bon, c'est sympa pour le basket français. Grosse excitation, Amaury. Non, mais c'est deux joueurs emblématiques quand même, français en tout cas en NBA. Après, c'est la franchise de Jordan quand même. Oui, mais est-ce que les gens pensent automatiquement Charlotte, c'est la franchise de Jordan, ils jouent pour Jordan, c'est Parker et Batum, c'est l'équipe de France. On est quand même bien blasé. Hein. Vous imaginez, il y a 15 ans, on vous aurait dit il y a 2 joueurs français qui jouent dans la franchise de Michael Jordan. C'est pour ça que je posais la question. Merci Arnaud. On aurait tous sauté au plafond, etc. Voilà, donc le temps a passé et effectivement, on s'est vraiment tellement habitué à voir des Français briller en NBA et dans quasiment toutes les franchises mythiques. Hein, il y a guère qu'à Boston où pour l'instant il n'y a pas eu vraiment de Français qui s'est illustré de manière Michael Pietrus, de manière nette. Ouais, enfin, merci. Donc on a été tellement gâtés qu'aujourd'hui on se rend plus compte. C'est vrai que ça excite un petit peu quand même parce que on veut savoir un peu si Tony est capable à son âge avancé de tenir un rôle beaucoup moins beaucoup moins fort, beaucoup moins prégnant qu'il n'a eu pendant toutes ces années à San Antonio, même s'il avait commencé à s'y habituer, mais il revenait de blessure l'an dernier, donc c'était difficile de l'évaluer sur ce nouveau rôle la saison dernière. On va voir cette année, ça a l'air d'être pas mal parti, on va pas tirer de conclusion trop hâtive, mais en tout cas il a fait un premier match manifestement sous les yeux de Max d'ailleurs extrêmement satisfaisant. Nico Batum a un rôle en effet de facilitateur, on lui demande un peu moins de stats, enfin en tout cas de scoring, mais d'être un peu plus présent partout, d'avoir un leadership plus affirmé, un peu dans l'impact et tout ça. Donc c'est assez intéressant quand même. Maintenant, on a du mal à voir les Charlotte Hornets super décoller, même s'il y a de la place à prendre à l'Est. Et c'est vrai que moi, je mettrais une petite pièce sur une bonne surprise des Hornets cette année, c'est-à-dire arriver dans le top 4-5, quoi. Après, c'est peut-être les arguments que tu utilises sont aussi ceux qui sont valables pour expliquer qu'on soit un peu sur la retenue. On a un Parker qu'on sent en fin de carrière, donc on attend de voir, et un Nicolas Batum qui sort d'une saison décevante faite de blessures et des Hornets qui justement n'avaient pas décollé. Moi, je partage l'avis d'Arnaud. Je pense que Charlotte peut se qualifier pour les playoffs. Alors j'irai peut-être pas jusqu'à dire 4-5, mais comme il y a de la place à prendre un peu partout, normalement, une place en playoff, ce serait pas une énorme surprise pour Charlotte. Et du coup, ça rendrait ce duo très excitant parce que s'ils y arrivent, ils en seront en partie responsables. Voilà. Après, je pense que comme la plupart du monde, on attend un peu de voir les 10-15 premiers matchs de la saison régulière, voir vraiment le potentiel de cette équipe. Alors, il y a des places à prendre partout, mais il n'y a plus beaucoup de places. Là, je veux évidemment parler de Joachim Noah et d'Alexis Aginsa, qui ont été gentiment remerciés juste avant le début de la saison. Est-ce qu'on a une chance, tout simplement, Maxime, de les revoir en NBA cette saison, les deux pivots français? C'est la question à 2,4 millions de dollars pour Noah. Je les ai pas. Ce serait son salaire minimum. Pour Alexis Aginsa, j'ai du mal à l'imaginer. Il a
plus joué depuis plus d'1 an. Il a fait une saison blanche. Il était complètement, même quand il était apte à jouer, il était repoussé souvent dans les inactifs, les joueurs qu'on met même pas en tenue pour les Pelicans. Donc pour Alexis Ajassa, j'ai du mal à l'imaginer. Pour Joakim Noah, c'est possible. Après, apparemment, les équipes ne se bousculaient pas et c'est pour ça que les négociations ont traîné en longueur avec les Knicks et que les Knicks ont décidé finalement de le renvoyer sans accord financier entre les deux parties. Donc pour le moment, il n'y a pas un gros marché qui s'ouvre pour lui. Après, il y a, comme toutes les saisons NBA, il va y avoir les blessures, il va y avoir les équipes qui se rendent compte que leur effectif qu'ils pensaient constitué de telle manière fonctionne pas comme ça, qui pourront avoir besoin d'un joueur, d'un intérieur qui a de l'énergie, qui défend. Voilà, c'est à voir dans les prochaines semaines si ce cas de figure se présente dans certaines franchises. Après, peut-être que lui aussi ne voudra aller que dans des franchises qui affichent un certain niveau, voilà, ce qui est souvent le cas pour des joueurs qui arrivent à ce stade de leur carrière et qui veulent être dans des équipes qui sont à la poursuite de quelque chose. Donc c'est le flou et comme on dit ici, la situation est fluide. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. On n'imagine pas vraiment Joakim Noah poursuivre sa carrière en Europe. En revanche, Alexis Ajassa, il a déjà fait ce voyage retour qui avait plutôt réussi. Il avait joué avec Strasbourg, s'était relancé avant de repartir. Est-ce qu'on peut imaginer, Arnaud, voir Ajassa débarquer de nouveau à Strasbourg, par exemple, qui est un petit peu en difficulté dans son secteur intérieur ? Ouais, oui, c'est une option envisageable. À voir si Alexis fait une croix, cette fois probablement définitive sur la NBA, parce que là, ça signifierait effectivement, s'il revenait en Europe, qu'il ce serait le dernier voyage dans ce sens-là, en tout cas. Un peu à la Boris Dio la saison dernière, en fait. Un petit peu, ouais, un petit peu. Voilà, donc bon, est-ce qu'en France, aujourd'hui, ou en Europe, il y a des équipes qui seraient prêtes à miser sur lui, sachant qu'on l'a pas vu depuis très longtemps sur un terrain et qu'on l'a pas vu fringant non plus depuis très longtemps. Difficile à dire. Il a passé les 30 ans, Alexis, ou il doit avoir 30 ans là, dans les jours, semaines à venir, il me semble qu'il est de cette période de l'année. Et donc, voilà, on misait sur sa capacité en fonction du rapport qualité-prix. Il y a plein de paramètres, on a vu plus délicat que lors de son premier passage à Strasbourg, où il avait été plutôt très bon. Il avait été relancé un peu grâce à Vincent Collet, et il avait pu refaire un contrat en NBA ensuite. Voilà, donc c'est difficile de savoir. Je vais voir Vincent Collet dans les heures qui viennent, et je me promets de lui souffler le nom d'Alexis Ajassa à son oreille. Pour Joakim Noah, en revanche, à Maurice, ça sera la NBA ou rien. Visiblement, il est, on le sait, très attaché aux États-Unis. Il est né à New York. Ces destinations, je sais que tu as travaillé un petit peu sur le sujet, c'est les destinations possibles, un petit peu théoriques. Il y avait beaucoup de jus de crâne. Le voir débarquer aux Lakers, c'est ce qui avait l'air de te réjouir. Ça peut être une piste, vraiment, ou c'est juste du jus de crâne? Je pense que c'est une piste qui, pour moi, a même pris du corps cette nuit avec la prestation des Lakers, parce que finalement, derrière Javel McGee, il n'y a vraiment personne. Walton n'a même pas sollicité Ivica Zubac, et Wagner était en civil sur le banc. C'est quand on voit qu'ils ont besoin de défense, qu'ils ont besoin de quelqu'un qui va faire fixation à l'intérieur et qui est capable de faire circuler la balle. Je trouve qu'il a le profil, d'autant plus que pendant tout l'été, on a vu circuler un bon nombre de vidéos qui montraient qu'il avait l'air d'être en forme et débarrassé de ses soucis de santé. Donc c'est un profil de jeu qui, pour moi, pourrait correspondre à Los Angeles. Il y a d'autres équipes qui ont quelques déficits au niveau du jeu intérieur, mais voilà, pour moi, c'était une option hyper sexy. C'est vrai que je regardais le box score des Lakers d'hier soir, il y a juste un vrai intérieur de métier qui a joué, c'est Javale McGee. C'est quand même étonnant, on ne peut pas tenir une saison comme ça. Donc le profil de Joakim, très vertical, défensif, à partir du moment où lui encore sait à peu près où il va, il ne se prend pas pour un autre. Mais bon, je pense que Joakim, à cette période de sa carrière, et après ce qui vient de lui arriver, il va probablement pas être trop exigeant, mais le rapport qualité-prix à 2,5 millions de dollars la saison,
Ça vaut le coup, je pense. Et pour revenir à ce que disait Maxime, c'est aussi pour ça, je pense qu'il n'a pas été tradé avant d'être libéré, c'est que ça représentait un coût pour n'importe quelle autre franchise qui allait devoir absorber son contrat. Tandis que là... Aujourd'hui, c'est une affaire en or. Pourquoi ne pas essayer, quitte à avoir une garantie dans le contrat et à le couper si ça va pas, mais je pense que ça vaut le coup d'être essayé. Bon, Max, on va te laisser... Un aspect positif aussi pour Noah, c'est que il était très apprécié dans le vestiaire d'Enix, même quand il a été éjecté après ses accrochages avec le coach. Les autres joueurs et les jeunes joueurs l'appréciaient pas mal. Et donc, c'est un aspect qui peut intéresser aussi les Lakers, qui n'ont pas hésité à faire venir des joueurs à gros caractère, mais qui, dans le vestiaire, sont des gars qui s'intègrent bien. Ouais, je disais, Max, on va te laisser. Je crois que tu as un avion à prendre direction Salt Lake City. Tu poursuis ton trip. Tu nous raconteras ça dans les colonnes du journal de l'équipe et sur le site Salt Lake City. Et puis derrière les Lakers pour la première de LeBron James au Staples Center. Mais oui, Arnaud, c'est comme ça. Merci Arnaud, merci Amaury, Merci Max, un grand merci. Et puis on se dit à la semaine prochaine. À vendredi. Bye bye.